Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast maintenu et animé par Driss Ghali. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la reprise, ou de l'annonce de la reprise de la lutte armée en Colombie, la lutte armée par les FARC. En réalité, trois leaders FARC, trois leaders historiques, dont un certain Ivan Marquez et un autre s'appelle Jesus Santrich, ont annoncé la reprise, le retour de la lutte armée en Colombie, donc ce qui enterre définitivement l'accord de paix signé en 2016, qui avait été annoncé à l'époque comme la fin historique, la fin d'un cycle qui a duré une cinquantaine d'années, et par lequel les FARC se démobilisaient, rendaient leurs armes, rendaient les personnes kidnappées, rendaient leurs soldats, et se concentraient dans des points. Ils appelaient ça des points de concentration ou des espèces de refuges qui étaient finalement des communes, des communes d'une taille d'une commune rurale en France, où les FARC jouissaient d'une certaine immunité, le temps que l'ONU puisse aller jusqu'à eux, les compte, les recense, puis prépare avec le gouvernement colombien tout un programme de réinsertion, parce que évidemment, passer des années à faire la guérilla, c'est pas la même chose que de devenir vendeur de voitures ou de sandwich. Donc tout cela, nous y avons cru, moi le premier. Alors qui peut s'opposer à un accord de paix qui a même été d'ailleurs sanctionné par un prix Nobel accordé à José Manuel Santos, qui était le président colombien de l'époque. Or tout ça vient de tomber par terre par la décision unilatérale des FARC. Avant de creuser le dossier, je pense que je vous dois quand même une analyse ou une sorte de survol à 10 000 mètres d'altitude de ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud, en Amérique latine. Je promets d'être bref, mais je pense que je vous dois ça. D'autant plus que depuis la France, depuis l'Europe, l'Amérique latine, c'est très loin. Et on en est encore aux balivernes qui nous sont racontées par les bien-pensants qui travaillent pour l'agenda qui n'a jamais changé d'ailleurs, l'agenda de Che Guevara, Fidel Castro. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud? Eh bien, il y a deux grandes batailles qui sont en train d'être menées. Il y a la bataille, disons, de la gauche latino-américaine contre le reste de la société. Et puis, il y a la bataille des narcos contre le reste de la société. Commençons d'abord par la bataille de la gauche. Alors, quand on dit gauche, on pense tout de suite au Parti socialiste français, voire à la France insoumise ou au PCF, alors que la gauche latino-américaine n'a rien à voir avec tout ça. Notre gauche à nous, française, est un milieu de toutes les bassesses dont s'est rendu coupable et dont se rend toujours coupable une grande partie de la gauche sud-américaine, et pas la gauche extrême, la gauche du gouvernement, notamment le Parti des travailleurs au Brésil ou d'autres partis dans la région. Vous voyez la gauche vénézuélienne, tous ces crimes, ou même le péronisme en Argentine qui a contribué à ruiner l'Argentine. Donc cette gauche-là, dont je ne veux pas faire le procès ici, je ne le ferai pas dans ce podcast. Donc cette gauche qui est embourbée dans des scandales politico-financiers, cette gauche-là qui a mené les pays qu'elle a gouvernés presque tous au désastre. Je pense à l'Argentine, je pense au Venezuela, je pense à pas mal de pays de l'Amérique centrale, dont le Nicaragua. Quelques exceptions, peut-être que c'est le cas du Chili, mais encore le Chili c'est un pays très à part. C'est un des rares pays où la gauche, Madame Bachelet, n'a pas provoqué de cataclysme. Donc cette gauche-là qui a les mains sales, tant d'un point de vue, on va dire, d'administratif, que de gestion, que de bilan politique, eh bien cette gauche, elle a souffert un grand coup, un grand reflux, en deux endroits. D'une part, au Brésil, avec l'élection de Bolsonaro à la fin de l'année dernière. Le Brésil étant le pays le plus important en Amérique du Sud, même en Amérique latine, il représente 40% du PIB si je ne m'abuse. Donc la gauche a perdu cette forteresse qui était le Brésil, un pays riche. Et puis le deuxième coup, ça a été pour une fois l'attaque coordonnée contre le régime de Chavez Maduro. Une attaque vraiment comme il se doit, c'est-à-dire une attaque agressive, parce qu'on ne peut pas attaquer sans être agressif, une attaque qui n'est pas bienveillante, une attaque qui est totale, qui est dans le monde des médias, dans le monde de la finance, avec des blocus économiques notamment, des sanctions, une attaque vraiment à plusieurs niveaux, au niveau aussi diplomatique, et qui a eu lieu, dont le symbole a été la mise en avant de M. Guaido, comme remplaçant potentiel de M. Maduro. Eh bien, cette gauche-là, qui a pris des coups très durs au Brésil et au Venezuela, eh bien, elle est
à nouveau à l'offensive. Elle est partie en contre-attaque. Elle a pris elle a fait élire quelqu'un au Mexique, López Obrador. Mexique, pays très important, bien sûr, pays riche, à la porte des États-Unis. Elle a retrouvé des couleurs au Venezuela, puisque Guaido est en train de se faire oublier. Il n'a pas réussi entre guillemets, son coup d'État, même si le terme n'est pas très approprié. Et puis en Argentine, tout indique que les prochaines élections verront le retour du péronisme, donc d'une certaine version de la gauche. Donc il y a cette guerre entre la gauche, et j'allais dire, c'est pas entre la gauche et la droite, c'est la gauche et la société, puisque cette gauche latino-américaine, avec tous ses défauts, est un problème, est un mal pour l'Amérique du Sud. Elle fait partie du problème. C'est un problème tout aussi important que la corruption ou la violence narco ou les problèmes dans l'éducation. Elle fait partie de ce retard latino-américain qui fait que la Chine se réforme, la Corée du Sud se réforme, en 30 ans elle se transforme. Vous avez même de l'émergence de pays tout à fait inattendus, comme les Philippines ou la Thaïlande, ou même une refonte complète de pays dans l'Europe de l'Est, après 70 ans de communisme. Eh bien vous avez en Amérique du Sud tout un continent, tout un sous-continent qui passe à côté de la mondialisation et des révolutions technologiques. Et une des raisons, c'est que cette gauche-là, elle englue ces sociétés-là dans un culte de l'erreur. Elle insiste dans l'erreur qui est l'intervention étatique extrême, les nationalisations, la bureaucratie digne de l'Empire portugais du XVIe siècle. Enfin, encore une fois, mon but, c'est pas de faire ce procès de cette gauche-là, je le ferai ailleurs. L'autre axe qui mobilise l'Amérique du Sud et qui annonce les futurs conflits, les futures conflagrations, c'est la guerre narco. Puisque le phénomène narco n'est pas du tout terminé, hein, il s'est largement réinventé. Aujourd'hui, c'est un phénomène narco qui a plusieurs visages. Il n'est pas seulement actif dans le monde de la cocaïne, il fait d'autres drogues, il produit d'autres drogues. Et puis, bien sûr, il travaille tous les marchés, le marché américain, mais aussi le marché brésilien, qui est d'ores et déjà le deuxième marché au monde pour la cocaïne, et de mémoire le premier marché au monde pour le crack. C'est incroyable. Ce monde narco travaille l'Afrique de l'Ouest, pas vraiment comme un marché, mais plutôt comme une plateforme de distribution logistique vers l'Union européenne, voire l'Iran et la Russie. Ce monde narco est la plus grande menace à la démocratie en Amérique du Sud, puisqu'il a une force, il a deux choses, il a l'argent, et puis il a la persuasion, la terreur. Puis il peut acheter les gens et leur faire peur, que ce soit des policiers, des juges, des fonctionnaires, ou bien des journalistes ou des syndicats, des syndicats en Amérique du Sud. Je pense qu'un pays comme le Brésil est le pays où on tue le plus de journalistes hors zone de guerre. Hein. Et ceux qui tuent les journalistes, ce sont les narcos, hein, ce sont les gangs. Comme en Colombie, hein, les cartels tuent presque tous les acteurs associatifs, syndicaux, voire journalistes ou blogueurs qui osent remettre en cause le statu quo, qui est un statu quo vraiment de co-gestion. L'État gère les affaires courantes et le narco gère les affaires intéressantes, celles qui rapportent, c'est-à-dire tout ce qui est commerce ambulant, autorisation de construire dans les habitats insalubres, déforestation, contrebande, trafic de cigarettes, prostitution, jeux illégaux, jeux clandestins, et j'en passe. Donc, ce monde narco, il est en guerre, il a une guerre interne entre les narcos mexicains et les narcos colombiens, puisque les narcos mexicains ont ravi la mise aux narcos colombiens. Inutile aussi, là aussi, de revenir là-dessus. C'est pas le but de ce podcast, mais les narcos mexicains, sont tellement forts qu'ils sont en train de financer la campagne électorale municipale de Colombie. Ils financent des candidats qui deviendront leurs affidés, leurs obligés dans le futur proche. Et ce sont des candidats situés sur les routes du transport de la drogue, qui passent notamment par le sud-ouest de la Colombie, les provinces de Putumayo, Nariño, le port de Buenaventura, pas loin de Cali, que je connais bien. Tout ça, c'est des routes du transport de la drogue, où les Mexicains instaurent des chefs de conseils municipaux à eux. Pardon. Voire ils instaureront demain des députés. Pareil dans la province du Choco, du côté du Panama, dans ce que les Colombiens appellent le Pacifique. Et puis il y a d'autres corridors, je ne les citerai pas tous, mais dans tous ces corridors-là, vous trouvez l'ingérence de l'argent mexicain
pour financer les campagnes électorales. Ça, c'est vieux comme le monde et ça se passe aujourd'hui. Donc il y a cette géopolitique de la drogue entre Colombiens et Mexicains. Évidemment, les cartels colombiens n'aiment pas beaucoup cette ingérence. Il y a des conflagrations, il y a des conflits là-dessus. Qui nous sont mal rapportés par la presse et surtout en Europe puisque tout est filtré par le filtre de l'indifférence et puis le filtre de l'inculture. Et en plus, il y a une tentative narco d'infiltrer encore plus d'infléchir le cours des politiques qui sont menées dans la région, puisqu'il n'est pas du tout dans l'intérêt des narcos à ce que la guerre civile colombienne, par exemple, s'arrête. Et il n'est pas du tout dans leur intérêt à ce que Maduro quitte le Venezuela. Puisqu'aujourd'hui, l'instabilité au Venezuela, enfin, le régime vénézuélien tel qu'il est un régime qui protège certains narcos et pas d'autres, évidemment. Il a fait ses choix, mais il protège les routes qui transfèrent la drogue à travers le territoire vénézuélien soit vers les Caraïbes, soit vers l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs cartels sont tombés dans le passé récent, qui utilisaient des avions, des voiliers et autres moyens de transport à travers le Venezuela. Et on soupçonne même la contribution, la complicité de certains segments de l'armée vénézuélienne. Difficile d'entendre autrement la prospérité de ce trafic. Enfin bon, je ne reviendrai pas sur les accusations faites par la DEA et le FBI par rapport à des dignitaires vénézuéliens. On n'aura pas le temps de le faire durant ce podcast. Donc voilà, il y a deux guerres aujourd'hui en Amérique du Sud. Une guerre politique telle qu'on peut la concevoir en Europe entre la gauche latino-américaine et le reste de la société, et cette guerre narco entre narcos et contre certains régimes, et pour changer la situation politique. Évidemment, il ne faut pas être grand clerc ni avoir fait une normale supérieure pour se rendre compte que ces deux guerres se parlent entre elles, que la gauche latino-américaine, quand elle est en position de vulnérabilité, quand elle est cornérisée, marginalisée, quand elle n'est pas au pouvoir, eh bien, elle tend l'oreille au cartel, elle discute avec eux. Ça a été prouvé par dans plusieurs publications, plusieurs livres. Et le cas colombien est un cas très, très éloquent. Ça nous permet vraiment maintenant d'arriver là où je voulais vous emmener, hein, c'est-à-dire l'annonce par les FARC d'une reprise de la guerre civile sur le territoire colombien, puisqu'on est vraiment plein dedans sur cette interférence, cette conjugaison des dynamiques narco, des dynamiques d'extrême gauche, des dynamiques politiques. D'ailleurs, tout cela se produit au moment où l'Amazonie est en feu, soi-disant. Enfin, il est normal que l'Amazonie soit en feu pendant la saison sèche, il ne faut pas être là non plus grand clair on n'a pas besoin de la NASA pour le savoir. Mais toute la polémique aujourd'hui sur l'Amazonie quand même arrive, c'est quand même une belle coïncidence, au moment où les narcos colombiens et brésiliens se disputent le contrôle de l'Amazonie à coup de décapitation et de mutinerie dans les prisons brésiliennes, parce que l'Amazonie est un corridor formidable, hein, ça date depuis l'époque des explorateurs portugais, un corridor formidable pour atteindre l'Atlantique Sud et donc l'Afrique. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Donc, que faut-il comprendre par la reprise de la guerre en Colombie? Bon, d'abord, la guerre ne s'est jamais arrêtée, puisque en 2016, l'accord de paix est signé, mais tout de suite, ce qu'on appelait des dissidences FARC, c'est-à-dire des groupes de FARC qui ont refusé de signer l'accord, ont continué à commettre des attentats, à trafiquer de la drogue et à pratiquer des enlèvements et à tenir des territoires. D'ailleurs, l'ELN, qui est une guérilla qui est différente des FARC, qui était à l'époque d'inspiration maoïste, si je ne m'abuse, mais ça remonte déjà aux années 70, l'ELN n'a jamais signé quoi que ce soit et elle a continué à faire la guerre plutôt du côté de la frontière vénézuélienne où se passe beaucoup de trafic, notamment la contrebande d'essence, d'êtres humains, parce que les gens fuient le socialisme vénézuélien, eh bien ils sont subjugués par des trafiquants de l'ELN notamment, et qui les revendent. Qui les revendent en Colombie, et dans l'autre sens, la cocaïne passe du côté vénézuélien, plus les médicaments qui font défaut au Venezuela, et tout ce que vous pouvez imaginer comme denrées alimentaires. Donc, ELN et FARC ont continué la guerre malgré l'accord de paix de 2016. Le problème qui a été très mal saisi, notamment par nous autres occidentaux, ou francophones ou français, parce que nous sommes bienveillants et, disons-le, très naïfs, nous sommes des bonnes poires, nous avons cru que l'accord de paix était sincère. Or, les FARC ont toujours perçu cet accord de paix comme une étape de la guerre, une étape avant la victoire finale.
puisqu'en 50 ans, ils n'ont pas réussi à imposer leur loi en Colombie, ils ont été défaits, ils ont perdu la guerre. D'accord? La guerre a été perdue par les FARC, malgré tout le soutien international des bien-pensants, des intellectuels de gauche et de Cuba, malgré tout l'argent de la cocaïne. Les FARC ont perdu la guerre et les Colombiens n'ont pas voulu des FARC. D'ailleurs, les Colombiens ont dit non au référendum qui aurait dû ratifier l'accord de paix. Les Colombiens ont dit non au retour des FARC dans la scène politique, ont dit non à l'accord de paix qui était extrêmement généreux avec les FARC puisqu'il proposait une sorte d'amnistie, ce qu'ils appelaient une justice transitionnelle, une justice pour la paix. Moi j'aime bien les termes comme ça, la justice pour la paix. Qui peut être contre la justice pour la paix, évidemment. Mais quand on zoome sur cette justice pour la paix, on se rend compte qu'il s'agit d'une justice pour l'injustice. C'est une justice pour laver les mains sales, les mains salies par le sang des innocents. Les mains salies par le sang des innocents, des FARC et de toutes les guérillas de ce genre. Donc le peuple colombien a dit non à cette transition politique et on la lui a imposé, comme en France en 2005 avec le référendum pour l'Europe, on le lui a imposé. Mais les FARC ont bien joué leur coup, c'est-à-dire qu'ils ont profité des avantages de l'accord de paix sans rien donner en retour. Le gouvernement colombien a tout donné. Il a trahi son peuple, entre guillemets, même si le mot est très fort, mais il est passé outre le référendum qui ne voulait pas d'accord de paix. Il a mis en place tout un système de transition avec des lois spéciales d'amnistie. Surtout, il a donné des énormes communes rurales pour être des zones de transition, des zones de concentration des anciens guérilleros. Et il les a alimentés, leur a amené l'internet, la santé, la bouffe et tout ce que vous voulez, le temps que l'ONU fasse son travail de recensement et de récupération. Il fallait bien récupérer l'armement des FARC, parce que quand on parle d'un accord de paix, il faut bien se désarmer. Les FARC ont rendu des vieux coucous, là, comment on dit en espagnol, on dit des fers rouillés, là. Ils ont rendu un armement qui ne valait pas grand-chose, mais ils n'ont pas rendu les missiles ni rien d'autre, et ils ont continué, par le biais des dissidences, à accumuler un trésor de guerre, hein, la drogue, et à commettre des attentats et à défendre des territoires. Ils ne sont pas bêtes, puisqu'on ne peut pas faire de la drogue sans contrôler le territoire, notamment au niveau de la production de la coca, la feuille de coca, mais aussi au niveau des corridors, qui valent tout autant, voire plus, que les zones de production. Donc les FARC n'ont pas été bêtes, elles n'ont pas lâché ça. Prévoyant évidemment une sortie de l'accord par le retour à la rébellion. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé récemment avec l'annonce faite depuis le Venezuela. Autre coïncidence du retour de la lutte armée de la part des FARC. Pourquoi l'annonce a été faite depuis le Venezuela? Puisque c'est pas difficile à comprendre. Bon, il y a comment dirais-je, une convergence idéologique entre les FARC et le régime de Maduro. Ils sont tous d'extrême gauche, mais surtout c'est un moyen pour Maduro, un moyen génial, hein, de desserrer l'étau contre lui, parce qu'il fragilise les Colombiens, il leur crée un problème, il les remet dans le cycle de la guerre, alors que la Colombie croyait qu'elle avait tourné la page de la guerre, et ça a été une guerre sérieuse, parce que les FARC sont de très bons guerriers, et d'autant plus que la Colombie est le seul pays de la région, bien avant que le Brésil et bien mieux que le Brésil, c'est le seul pays de la région qui dispose de forces spéciales capables d'intervenir ailleurs. C'est le seul pays de la région capable vraiment d'envoyer une force de projection pour faire une action commando un peu plus de long terme dans le pays voisin. Donc là, les Colombiens sont, à mon avis, HS, trop occupés maintenant à se réorganiser pour faire face au nouveau péril FARC. Voilà, donc l'Amérique du Sud, un continent mystérieux, étonnant, paradoxal, très déprimant, puisqu'il insiste dans l'erreur, et le mot n'est pas de moi, il est de Juscelino Kubitschek, l'ancien président brésilien de 56 ou de 55 à 60, ma mémoire est bonne, le père de la ville de Brasilia. Bon, c'est pas une réussite, je suis d'accord, mais c'est quand même un type bien. Et centre-gauche, je crois, un ami de Kennedy, et Kubitschek disait, le Brésil insiste dans l'erreur. Eh bien, l'Amérique du Sud, ça c'est de moi maintenant, insiste dans l'erreur, elle a une passion pour l'erreur. Il y a quelqu'un, j'oublie son nom, qui disait que dès qu'une idée voulait prendre sa retraite, elle prenait sa retraite en Amérique du Sud. Eh bien, toutes ces idées-là qui ont démontré leur incurie en Europe, comme la corruption que nous avons connue en Europe du Sud,
comme la bureaucratie que nous avons connue dans les pays ibériques, en Italie du Sud, voire en Grèce, comme l'économie dirigée que nous avons connue, comme la violence féodale, comme la mafia qui infeste encore aujourd'hui l'Italie du Sud. Toutes ces bêtises, toutes ces erreurs culturelles et politiques, eh bien, elles ont pris leurs appartements, elles ont pris leurs aises ici et elles ont été accueillies par des esprits assoiffés d'idées vieillottes et d'idées qui ont échoué. Mais là, ça nous emmène très loin dans un autre podcast. Merci et n'hésitez pas à faire circuler ce podcast puisque les idées doivent circuler, surtout les nôtres qui sont à contre-courant. Merci beaucoup.